Donc il me semble que la première période dessine déjà ce mouvement, et que dessine la deuxième période. Voilà la question que je posais, jusqu'au grand chaos. Parce qu'il y a ce problème, et on aura, même sur le langage, il semble que des choses se soient passées. Ce que j'ai essayé de dire il y a un moment signifie que quand on essaie de vivre un imaginaire du monde, on ne s'en tient plus à des événements, à des faits, à de l'histoire, à du passé dont on a mémoire, comme dans le ciel noir ou dans les Indes. Parce que qu'est-ce que c'est le ciel noir et les Indes? C'est l'imagination du passé. Moi, je dis toujours que nous avons une connaissance prophétique du passé. C'est-à-dire que le passé pour nous, ce n'est pas seulement une récapitulation de faits, mais aussi une récapitulation de faits qui nous met à même d'entrer dans nos présences et dans nos actualités. Mais l'imaginaire, les poèmes, par exemple les grands chaos, ce n'est pas une imagination de faits historiques ou non. C'est l'imaginaire de la complexité, des contradictions, des violences, des douceurs, de ce que j'ai appelé une colonisation, c'est-à-dire un mélange imprescriptible de conditions d'existence à la surface de la Terre. Et ça, c'est autre chose que, par exemple, les Indes. Les Indes, c'est la découverte du Nouveau Monde vu du point de vue des victimes et pas du point de vue des découvreurs. Et ça, c'est le travail qui est nécessaire à faire, ou qui a été nécessaire à faire. Une anamnèse? Oui, enfin, je ne sais pas si des mots aussi savants s'appliquent à des réalités aussi tragiques, mais enfin, c'est la volonté de ne pas laisser dans la nuit toute une part de sensibilité des humanités qui est la part de sensibilité des victimes, qui est la part de sensibilité de ceux... Parce que dans la plupart des littératures françaises contemporaines, la découverte du Nouveau Monde est triomphale. Colomb est un héros, etc. Pour nous, Colomb n'est pas un héros, c'est un assassin. Donc, ça c'est une nouvelle sensibilité qu'il faut remettre à jour pour compléter le panorama des sensibilités du monde, pour qu'il ne manque pas quelque chose, et non pas pour faire des revendications, etc. Il s'agit de compléter la totalité des sensibilités du monde. Et quand il manque quelque chose, et il manquait le point de vue des victimes, mais il faut le dire. Et c'est la même chose en ce qui concerne les mémoires de l'esclavage. Il faut dire parce que ça manque. Les peuples ne savent pas que l'Atlantique d'un côté et les déserts du Sahara et les déserts du nord-est de l'Afrique d'autre part sont d'immenses cimetières. Ben, quand on ne le sait pas, on ne peut pas comprendre le fond des océans. Et le fond des océans. Je ne peux pas.
je voyage souvent, je traverse souvent l'Atlantique en bateau. Et les plus luxueux qui se trouvent. Oui, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et que je suis obligé de les prendre parce que je ne peux pas traverser l'Atlantique en avion. Je peux faire 2 heures d'avion, mais au bout de 3 heures, c'est fini avec mon cœur, mes problèmes de cœur. Donc, mais je ne peux pas voyager en bateau sur l'Atlantique sans me pencher à un moment sur la liste du bateau et penser à tous ces Africains qui sont au fond et qui sont comme une traînée, une piste, des millions qui sont au fond de l'Atlantique. Alors, si on ne le sait pas ou si on ne l'éprouve pas, on ne comprend pas l'Atlantique. Et on ne comprend pas la grandeur de l'Atlantique et le tragique de l'Atlantique. Et il me semble que c'est pour cela, et non pas pour des raisons de revendication ou de revanche ou de là, qu'il faut avoir l'appétit de l'épaisseur, du trouble et du tremblement du monde. Et je disais hier à l'ONU qu'il est évident que tout le monde le sent maintenant, en ressent ce besoin, que les poètes ont d'abord signalé. Parce qu'il me semble que presque toute la surface de la planète, sauf les parties où la vie est impossible, où tout simplement les peuples n'ont aucun moyen d'exister, et il y en a beaucoup, du Darfour à tout ce qu'on veut, dans toutes les régions, tout le monde éprouve le besoin de dire ou de penser que le sort de l'homme est lié au sort de la terre. Tout le monde. Et je disais, c'est une règle maintenant établie, que si on tue l'arbre, on tue l'homme. Si on tue la mer, on tue l'homme. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le frémissement cosmique que les poètes ont chanté. Et qui s'étale maintenant en une connaissance, en une fréquentation commune à toutes les populations de la Terre. Alors, est-ce qu'on peut, dans cette perspective, retrouver une sorte de, je ne sais pas s'il faut dire de loi du rhizome ou de loi du leitmotiv, qui fait que certains mots reviennent avec une insistance saisissante, hein? Et j'en ai relevé pour ma part 2 qui sont, il me semble, des mots qui reviennent comme ça, et au moment, quelquefois on les entend le moins, et ça s'est passé tout à l'heure dans la lecture qui s'est faite, c'est la terre ou le pays, et c'est d'un autre côté le cri. Et à travers donc la première partie, comme la deuxième partie, à travers ce silence poétique des années 60-80, pour faire simple, est-ce qu'il y a là toute une repensée de mots qui apparaissent si essentiels? Il y a d'abord un rapport au langage qui est particulier. Le langage, ce n'est pas la langue. Par exemple, les écrivains de la Caraïbe, des Antilles, francophones, hispanophones ou anglophones, ont le même langage, n'ont pas la même langue. Et qu'est-ce que c'est ce langage? C'est une manière commune d'avoir confiance dans les mots, d'avoir confiance dans le langage.
de ne pas être avare vis-à-vis du langage. Il ne peut pas y avoir d'écrivain minimaliste dans la Caraïbe. Et ce n'est pas une infirmité, ce n'est pas un manque. C'est une manière de fréquenter le langage. Et par exemple aussi, les puissances du rythme sont partie intégrante de l'expression de ce langage. C'est sûr qu'il y a une manière de lire mes poèmes. Et que si on passe à côté, c'est fini. Il y a une manière de rabouter les périodes, etc., de les interrompre, de les reprendre, etc. Si on ne fait pas ça, c'est absolument raté. Donc il y a ça, un langage par rapport à une langue. La langue peut différer, mais ce qu'on partage dans un endroit donné, c'est le langage. La même manière de même que, bon, au XVIIe siècle, en France, on partageait plus c'est court, meilleur c'est. Hein? C'est Pascal. Si j'avais plus de temps, je l'eusse fait plus courte. C'est-à-dire qu'il aurait raturé davantage, ou refait davantage, ça aurait été plus condensé, ça aurait été plus... Et c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. Dans les classes élémentaires, ou dans les classes secondaires d'ailleurs, le professeur écrivait avec rage en marge, « Vous l'avez déjà dit !» Ce qui veut dire, non, on ne peut pas s'autoriser, on ne peut pas vous autoriser à répéter comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Or, la répétition est une des vertus premières de l'oralité. Et l'oralité, c'est notre manière, le rythme, et par exemple, dans l'oralité, la répétition. Répéter inlassablement la même chose, c'est une manière de la connaître réellement. Tandis que, dans la pratique, par exemple, du XVIIe français, il faut trouver la formule qui, d'une seule fois, éclaire et résume, etc. Dans les contes créoles, quand on veut décrire une maison belle, etc., on décrit ces 56 chambres, ces 48 salles de bain, etc. C'est ça la beauté. C'est une quantité. Et il est évident que pour nous, le langage, c'est d'abord une quantité. C'est un rythme, c'est une répétition. Et si j'ose me permettre, ce n'est rien d'autre pour Faulkner. Faulkner, le langage, c'est le rythme, la parole et la répétition. Ce n'est rien d'autre pour Saint John Perse. Saint John Perse, le langage, c'est le rythme, la parole et la répétition. Et bien sûr, et je peux même le dire pour les poèmes de Claudel. Peut-être pas pour ses pièces de théâtre qui sont insupportables, mais pour ses poèmes qui sont magnifiques, c'est la même chose. C'est pourquoi, quand j'étais jeune, il y avait toute une école de jeunes poètes en France, métaphysiciens, machin, avec toute une... on se mangeait les entrailles à l'intérieur, etc. Et qui pensaient que Saint John Perse,
c'était de la fêterie, de la blague, parce que c'était pas... bon, heureusement ça a changé. Mais cette manière de faire fait que justement, moi en particulier, je n'ai pas du tout, dans ma fréquentation des jeunes poètes français, tous ceux que j'ai fréquentés étaient ceux qui faisaient confiance au langage. Et non pas à une espèce de surmenage du langage dans les profondeurs. Et cette vocation du langage, c'était la vocation du monde. Parce que le monde se répète. Il se répète. Donc, vous êtes absolument troublés de voir comment les phénomènes se répètent à la surface de la Terre, se reproduisent, se caricaturent mutuellement. Comment l'énergie de la Terre, du monde, se répercute de loin jusqu'à ce qu'un jour ça se casse la gueule. Mais ça, c'est pas de notre... C'est de notre faute, mais on peut guère y faire maintenant. Mais la poésie, c'est ce qui nous permet absolument d'essayer de prévoir, mais sans prévoir, car le monde est imprédictible, mais d'essayer de nous habituer à l'imprédictible d'une énergie du monde dont nous pourrions avoir le contact. C'est ça, la poésie. La poésie, les profondeurs que la poésie fréquente ne sont pas les profondeurs de l'âme, de la souffrance personnelle, tout ça c'est de la blague. Il y a des spécialistes pour ça, pour les guérir et pour les traiter. Et, oui, il y a des spécialistes, il y a des gens, il y a des psys, il y a des... il n'y a qu'à aller les consulter. Mais les profondeurs de l'existence du monde comme énergie, c'est seulement les poètes qui les présagent. Mais maintenant, je dis que ces prophéties des poètes se traduisent souvent en communauté de pensée. Par exemple, presque toutes les personnes en Occident à l'heure actuelle sont persuadées que si on ne fait pas rapidement une politique écologique, ça va aller mal. Donc ça, il est très net que ça peut devenir une pensée commune. Mais la même personne qui dit glissant c'est difficile ne pense pas que c'est glissant difficile qui peut-être permettra de sauver un sapin. Mais est-ce que le mot répétition, ça suffit? Parce que moi je dirais plutôt leitmotiv, parce que c'est comme si les mots retraversaient chaque fois des connexions différentes, des rapports différents, comme si les mots rhizomaient. Après tout, c'est une image forte dans ta poétique. Oui, mais la répétition n'est pas la redite imbécile et mécanique. Les répétitions chez Faulkner, par exemple, ou chez St. John Perse, il y a, par exemple, Faulkner fait, je prends un exemple, il fait la description d'un atelier ou d'une boutique dans le sud profond des États-Unis.
Et alors, il met comme ça, 6 tasses, 8 machins, 2 pots en étain, etc. À la première page du texte, supposons que ce soit une nouvelle. À la page 20, il recommence. Et un autre personnage entre dans la même boutique et il recommence. 6 tasses, une répétition. Mais la deuxième fois, il y a 6 tasses dont une était ébréchée. Et après, tout le reste, le même. N'est-ce pas? Mais le dont une était ébréchée, c'est la vision fulgurante du prophète, du poète, qui, dans la répétition, signale quelque chose qu'il n'avait pas signalé avant, et qui va cesser de signaler après, et qui va peut-être signaler une autre chose, mais là, ce n'est pas un leitmotiv, c'est une vraie répétition, mais une répétition avec une ouverture incroyable sur ce que personne ne voit. Donc une était ébréchée. Et c'est ça la qualité de la répétition en poésie et en écriture. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, ça a l'air d'être passé. Je sens que je suis en train de te déstabiliser. Ça, c'est plutôt autre chose que je cherche, c'est-à-dire dans quelle mesure de texte en texte, de reprise en reprise, de quelle mesure cette œuvre rhizome. Alors est-ce que la tasse ébréchée rhizome la description du porte-vaisselle? Absolument. Voilà. Alors est-ce que ça s'en tient à ça, ou est-ce que ça peut passer à des choses, à des sauts plus violents? Est-ce que ça peut passer à des relectures plus tardives? Est-ce que ça peut passer à des connexions imprévues? Pour que ce soit comme ça, il aurait fallu que je relise mes textes. Je ne les relis jamais. Mais on les a relus, nous. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt du rhizome n'est pas dans le texte. L'intérêt du rhizome est dans l'idée que le poète se fait de son propre texte, ce qui n'est pas la même chose. Par exemple, j'ai écrit sur l'écriture de Faulkner. Faulkner, Mississippi, collection Folio. Et nous faisons ici un glissant Martinique, collection Théâtre Saint-Gervais. Maître d'œuvre Antoine Mébeau. Et réfléchissant sur l'écriture de Faulkner, écriture manifestement rhizomique, par exemple dans l'ours, la chasse à l'ours mythique et primordial tous les ans, etc. Il y a la description du convoi qui part tous les ans, le colonel Sartoris, enfin tous les... Et puis tous les chasseurs, et puis tous les esclaves, qui sont les meilleurs chasseurs, et qui font exprès de laisser les maîtres
tirés, etc. Sachant que l'ours, oncle Ben, l'ours mythique ne sera jamais pris, ni blessé, ni tué. Ils le savent, eux, mais les chasseurs ne le savent pas. Et dans ce texte magnifique, il y a au moins 20 fois l'énoncé du casting de cette histoire. L'oncle Bayard, et il décrit tout, et puis 50 pages plus loin, il y a le même énoncé, mais on s'aperçoit que l'oncle Bayard n'est plus dans la charrette, mais sur un cheval, etc. Et bon, mais vraiment 20 fois, n'est-ce pas? Et on s'aperçoit que ce qu'il veut dire dans ces énoncés de départ pour la chasse à l'ours, et l'ours c'est le père mythique, c'est ce qui ne peut pas être détruit par l'avancée des champs de blé, dans la forêt primordiale, signifie réellement la damnation du Sud d'avoir créé, accepté et développé l'esclavage. Faulkner le pense. Mais comme il est sudiste et que dans sa vie réelle, il fait la même chose, il fait des chasses aux renards, d'ailleurs il se font l'air, il se casse les reins tout le temps, il a une maison qui d'ailleurs est très émouvante, mais qui est une maison de planteur, mais une maison de planteur en win, enfin c'est vraiment... Enfin, il a une maison de planteur, etc. On s'aperçoit que ce que la répétition permet à Faulkner, c'est de dire que l'esclavage c'est la damnation du Sud, sans jamais le dire, tout en le disant. Et c'est ça le génie des écritures modernes. Parce que les écritures modernes disent le monde sans jamais le dire, puisque c'est impossible de le saisir dans sa totalité, mais tout en le disant. C'est ce que tu appelles le différé. Voilà, c'est une écriture différée, n'est-ce pas? Ce que j'appelle une écriture différée. Et c'est pour cela que Faulkner est fondamental pour tous les écrivains du monde, quels qu'ils soient, de quelque catégorie qu'ils soient, mais surtout pour les poètes. Et tu sais que Faulkner avait dit cette phrase magnifique, c'est la phrase la plus belle qu'un génie de l'écriture ait dite. Il a dit « Je suis un poète raté ». Je suis un poète raté, n'est-ce pas? Effectivement, parce qu'il avait commencé à faire des petits poèmes à la Verlaine et à la Mallarmé, l'après-midi d'un faune, le faune de marbre, etc., qui était d'une bêtise insondable. Et quand il s'est aperçu de cela, il s'est mis à la vision prophétique du Yoknapatopha, son comté qu'il a créé, n'est-ce pas? Et il a compris. Et quand il a dit « je suis un poète raté », ça veut dire, et moi c'est comme ça que je le comprends, et je suis sûr que c'est comme ça que, sans le savoir, il le dit, ça veut dire « j'étais pas fait pour faire des veilleurs à la Mallarmé ou à la Verlaine, donc je suis un poète raté. » Point. Il ne dit pas « je suis un génie de l'écriture ». Ouais, mais nous le savons.
Et par conséquent, la question que tu poses n'est pas une question à laquelle on peut répondre aussi facilement. C'est-à-dire que si je pouvais analyser ce que j'ai écrit, probablement que ça aurait été de la merde. C'est vrai. Si tu peux l'analyser comme ça, c'est pas possible. Moi, je suis sûr que dans ce que j'ai écrit, il y a beaucoup de choses qui me sont obscures. Heureusement. Si tout était clair pour moi, ça voudrait dire que tout est loin de là où il faut être. Et là où il faut être, tout n'est pas clair. C'est ça que je pense. Un poète, c'est pas vrai que tout est clair. De ce qu'il écrit, c'est pas vrai que tout est clair pour lui. Et parfois, rarement, quand on me demande de lire un texte comme aujourd'hui, il m'arrive de buter sur quelque chose en me disant « Qu'est-ce que j'ai voulu dire là ?» Et puis, après,